Bonjour et bienvenue dans le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir sur le podcast Haricots Verts Stéphane Piot. Bonjour Stéphane. Bonjour Pauline. Alors Stéphane, je suis ravie de vous accueillir pour qu'on parle d'un sujet qui m'est cher. On va le classer sous le terme RSE, qui ne veut pas forcément dire grand-chose pour tout le monde. Responsabilité sociétale des entreprises. J'aimerais d'abord que vous vous présentiez, que vous nous racontiez votre parcours, comment vous en êtes arrivé à la RSE dans le textile. Très bien. Donc Stéphane Piot, donc moi je viens du Sud-Ouest. J'ai fait une école de commerce à Paris. Ensuite, j'ai fait un 3e cycle dans l'Institut français de la mode, management de mode et luxe, parce que je voulais vraiment travailler dans le secteur de la mode. J'ai commencé plutôt dans le haut de gamme, parce que j'ai commencé chez Dior pendant 5 ans comme chef de produit, chef de groupe sur les accessoires mode. Ensuite, j'ai voulu avoir une petite expérience de distribution, donc j'ai été directeur du flagship de Ralph Lauren à la place Royale. Ensuite, j'ai une première aventure entrepreneuriale avec un designer qui s'appelle Pascal Imbert. On a commencé à monter une boîte de couture en appartement et de prêt-à-porter haut de gamme femmes. Aventure entrepreneuriale qui a duré pendant 2 ans sur le prêt-à-porter. Ensuite, j'ai fait pendant 3 ans du conseil en entreprise. Là, je travaillais plus particulièrement pour des centrales d'achat, mode et maison. Et aussi, j'ai beaucoup travaillé avec l'IFM, l'Institut français de la mode, pour l'élaboration et l'animation de nombreuses formations. J'y reviendrai dessus. Et suite à ça, j'ai voulu revenir aux produits. Je suis allé chez Delcé, les bagages Delcé, où j'ai travaillé donc sur les gammes, toutes les gammes Delcé. C'est à ce moment-là que j'ai eu ma première prise de conscience écolo, RSE, puisque j'allais très souvent en Chine et contrairement à mes jobs précédents. Et donc j'ai vu en vrai ce que pouvait être en termes d'impact environnemental et social notre industrie. Voilà, quand on visite des usines, on voit des gens qui ont été quand le village brûlé par les cols utilisés par notre industrie, ou quand on sort des usines et qu'on voit des rivières, on voit des déchets qui bougent dans un trou, mais c'est juste parce que dessous il y a un petit peu d'eau et au-dessus il y a 1 mètre de déchets qui se déplacent avec le mouvement de la rivière. Voilà, c'était vraiment là que j'ai eu une première prise de conscience. J'ai essayé à l'époque de commencer à faire des choses, mais c'était vraiment voilà, c'était début des années 2000, c'était pas encore la RSE, la mode éco-responsable n'était pas encore là. On a voulu faire des bagages en fibre, en matière recyclée. Voilà, le client n'était pas encore là pour répondre à ce type de proposition. Suite à ça, je suis allé 1 an et demi chez Lectra, où j'étais business developer sur les PLM, donc les Product Lifecycle Management. Ce sont des logiciels qui permettent de suivre l'ensemble d'un processus de développement d'un produit. Donc, j'avais mis en place ça chez DLC en tant que chef de projet, en plus de mon travail de marketing. Et j'ai fait ça donc chez Lectra auprès des marques de luxe. Ensuite, j'ai été responsable de collection chez Vuitton pendant 3 ans, où j'étais en charge de toute la bagagerie, de nouveau, les sacs de voyage et les accessoires de voyage. Donc là, c'était la bagagerie made in France. Donc, c'était pas du tout la même chose que ce que j'avais vécu en Chine, vous imaginez bien, dans un atelier Vuitton. Et j'étais aussi à ce moment-là coordinateur entre le département maroquinerie homme et le département RSE de Vuitton, parce que j'avais une appétence et j'étais dans une structure qui avait qui avait un département spécialisé sur le sujet. Et donc voilà, j'ai lancé par exemple des formations d'éco-conception. Donc on a fait appel à un cabinet extérieur qui a fait les animations auprès des designers, des développeurs, des marketing, du merchandising, etc. pour sensibiliser les équipes du département homme, maroquinerie homme. Et j'ai aussi commencé à travailler sur une matériothèque éco-responsable. C'est-à-dire que quand on développait des produits, on partait de matériaux qui étaient disponibles dans notre matériothèque, mais on n'avait rien du tout d'éco-responsable. Donc on a commencé à travailler avec les équipes sourcing de façon à ce que les designers et les développeurs aient à disposition des matières un petit peu mieux en termes d'impact environnemental. Et c'est à cette époque, quand j'étais chez Vuitton, que Laetitia Huget, qui était ma collègue chez Lectra,
Elle m'a contacté pour me faire parler d'un projet de cabinet de conseil en mode éco-responsable. C'était très intéressant ce qu'elle me disait. Puis à la fin du dîner, du déjeuner, je ne me rappelle plus, je lui dis mais tu cherches pas un associé par hasard? Elle me dit je n'osais pas t'en parler. Bah banco. Donc voilà. Donc on a discuté pendant 3 mois pour savoir comment on voulait travailler en associé par rapport au projet, quel serait le projet, réfléchir sur le nom, etc. Une fois que ça a été validé, donc voilà, je suis parti progressivement de Vuitton pour créer Pando il y a maintenant 4 ans. Voilà. Et donc depuis 4 ans, nous sommes je suis chez Pando. Donc de ma deuxième aventure entrepreneuriale. D'accord, Voilà. super. Bon, bah, écoutez, Stéphane, en fait, on va avoir plein de sujets avec lesquels on va pouvoir échanger parce qu'en fait, je ne savais pas tout votre parcours. J'ai pourtant bien lu sur votre site. Il y a quand même plein de choses sur vous, mais j'avais pas tout ça. On a reçu des gens dans le luxe pour parler de la teinture végétale. On Oui. sera ravis d'échanger de ça avec vous. On a parlé matériaux, en tout cas fibres naturelles, nouvelles fibres, innovation. On a eu des gens sur le lin, on a eu des gens sur le chanvre. Oui. Donc, on va pouvoir aussi parler de ça. Moi, je voulais, et c'est ce que je vous ai dit en préparant, c'est qu'en fait, je voudrais vraiment que pour les auditeurs, on replace ce qu'est la RSE sur le textile, qu'on réexplique, entre guillemets, les grandes lois qui sont en train d'arriver, ce qui est en train de faire bouger les entreprises. Et c'est pour ça que je voulais vraiment avoir votre témoignage parce que j'ai vu des vidéos sur vous et je trouve que c'est hyper clair. Donc, j'aimerais, avant qu'on parle de Pando, que vous puissiez nous refaire un petit... les grands temps forts, les grands éléments déclencheurs sur les lois et ce qui va, entre guillemets, nous arriver et inciter les gens à bouger. D'accord. Alors, on va parler en effet de RSE. Donc, la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Sociétale parce que ça inclut le social et l'environnement. Et la RSE, c'est seulement l'adaptation du développement durable appliqué par les entreprises. Le développement durable, c'est pour tout le monde, les entreprises, les ONG, les individus, les États, etc. Et la RSE, c'est le développement durable spécifiquement pour les entreprises. Le développement durable, ce sont des concepts qui sont assez anciens. Hein. C'était le sommet de Rio 92, en 97 aussi, John Kelton qui a théorisé le fait qu'il y avait 3 piliers dans la RSE. Il y a le pilier auquel on pense tout de suite, c'est l'environnement. Le deuxième, c'est le social. Et le troisième, c'est l'économique, auquel on ne pense pas toujours quand on parle de développement durable. L'idée, c'est de dire que c'est très bien le développement durable, mais c'est dans un cadre de développement économique, c'est-à-dire de redistribution des richesses, de développement des personnes, qui puissent facilement accès à la nourriture, à un certain confort de vie, etc. Donc, les 3 piliers sont à prendre en compte ensemble. Et c'est très important pour moi de tenir compte de ce pilier économique parce que certaines entreprises, moi je travaille avec des entreprises, hein, donc on est dans un système capitaliste, des entreprises qui doivent faire de l'argent la plupart du temps. J'ai très peu de gens qui sont dans l'ESS, dans l'économie sociale et solidaire. Ils ont cette obligation de résultat, c'est-à-dire donner un développement en termes de chiffre d'affaires, en termes de marge, en termes de redistribution, et ils ont surtout des devoirs par rapport à leurs parties prenantes, c'est-à-dire les employés, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils mettent en danger leur modèle économique, parce que sinon ça ferait des licenciements. Ils ont aussi des devoirs vis-à-vis de leurs fournisseurs. De la même façon, ils ne peuvent pas faire faillite, parce qu'ils ont des devoirs vis-à-vis de leurs fournisseurs, et aussi par rapport à leurs clients, par rapport à leur communauté qui sont attachés à la marque. Donc voilà, donc quand on travaille sur le développement durable, il faut trouver un bon équilibre entre ces 3 piliers, c'est-à-dire aller au maximum, c'est mon point de vue, hein, aller au maximum sur la partie environnementale, au maximum sur la partie sociale, tout en préservant le modèle économique de l'entreprise. Donc c'est ça qui est vraiment important pour moi au niveau de la RSE, c'est ces 3 piliers qui sont à prendre en compte. Alors nous, chez Pendant, on a rajouté un autre qui est le pilier sociétal. En fait, le social, on l'a divisé en social qui est interne à l'entreprise et à la chaîne d'approvisionnement et à l'aval, et l'impact que je peux avoir sur la société en général, en externe. On a beaucoup de sujets qui sont traités par la mode, qui sont tout ce qui sont autour des wokismes, des grossophobies, des inclusions, de la diversité, etc. Il y a un impact visuel très fort, une influence de la mode très très fort sur la société. Donc c'est vrai qu'on a inclus ce pilier sociétal, c'est-à-dire qu'on a séparé le pilier social en 2, en disant le social interne et le sociétal, parce que voilà, la mode a quand même beaucoup d'influence sur la société en général, à l'extérieur de l'entreprise et de son écosystème propre. Voilà. Donc la RSE, voilà, c'est ça, avec ces 3 piliers qui sont importants à prendre en compte.
Beaucoup d'engagement des entreprises actuellement parce que, comme vous le dites, Pauline, effectivement, il y a énormément de lois autour de ça. Donc, il y a des choses qui existent au niveau français, il y a des choses qui existent au niveau européen. Très souvent, c'est l'Europe qui influence les États, chaque pays. On a la chance en fait d'être dans un pays sur ces sujets-là qui est plutôt en avance. Donc aujourd'hui, on est plutôt précurseur en France par rapport à l'Europe. Donc je vais en parler un petit peu. Et aussi, il y a tout ce qui se passe au niveau international, c'est-à-dire au niveau de l'ONU, qui donne aussi pas mal de choses, plus de guidelines. On n'est plus dans des obligations, mais on a aussi des choses au niveau international comme les COP. Quand par exemple, on pense tout de suite à l'accord de Paris, qui est de 2015, qui définit que au niveau international, l'ensemble des pays vont faire en sorte que l'on ne dépasse pas les 2 degrés d'augmentation de la température par rapport à la période pré-industrielle d'ici la fin du siècle, voire 1,5. Voilà. Ça, c'est un sujet important et notamment dans les nouvelles lois, c'est un sujet qui est beaucoup pris en compte par les lois, que ce soit au niveau européen ou au niveau français aujourd'hui là-dessus. Donc, on a tous ces cadres, donc beaucoup de choses qui bougent. Je pourrais parler des lois pendant 3 heures, mais donc je vais faire en 3 minutes les lois les plus importantes que nous avons eues. Donc, on a des lois au niveau européen, notamment le pacte vert, le Green Deal, qui a dit l'Europe sera le premier continent à être émetteur net, le mot net est important, en émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. D'autres pays ont pris ce type de positionnement, mais ça c'est vraiment pour suivre les accords de Paris. C'est quelque chose qui est au niveau européen, qui évidemment est récupéré au niveau français. Au niveau européen, si je reste au niveau européen, donc il y a ce Green Deal qui est important, qui dit, alors il est très clair aussi par rapport à ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'économie, c'est-à-dire que c'est une transition verte, mais qui passe beaucoup par l'innovation. C'est-à-dire qu'il y a énormément de financements qui disent, ça va pas passer seulement en revenant au chanvre, au lin et tout ça, j'adore ces matières, mais ça va pas être le seul moyen. Il va falloir aussi rajouter de la technologie, de l'innovation. Donc, il y a énormément d'investissements sur l'innovation, donc d'où l'explosion des startups qui travaillent sur ces sujets d'innovation en termes de produits plus éco-responsables, matières plus éco-responsables, de captation des émissions de gaz à effet de serre, etc., etc. C'est dans ce cadre-là, par exemple, que nous avons les voitures thermiques qui sont interdites en vente neuve d'ici 2035. C'est tout à fait c'est la suite du Green Deal. Ce Green Deal, il y a aussi autre chose qui se passe au niveau européen aussi. Si on reste au niveau européen, il y a des lois qui existent déjà aujourd'hui, qui s'appellent la NFRD, qui est donc le reporting extra-financier, qui sont pour les très grosses entreprises aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une nouvelle loi qui est en cours d'élaboration, de finalisation au niveau européen, avec mise en application dès 2025 sur l'exercice 2024, pour que les très grosses entreprises aient un rapport extra-financier beaucoup plus costaud qu'aujourd'hui. Donc, on avait une ancienne législation, la NFRD, qui était assez souple et surtout pour les très grosses entreprises. Aujourd'hui, ce serait pour les très grosses entreprises, mais aussi pour les PME, c'est-à-dire qu'à partir de 250 employés, vous serez assujetti à cette nouvelle Corporate Sustainability Reporting Directive, voilà, CSRD, qui va obliger les entreprises à donner pas mal d'informations. Alors, c'est très très riche. On n'a pas encore toutes les méthodologies. Les grosses entreprises, c'est dès 2025 sur les résultats 2024. Les moyennes entreprises, c'est 2026 sur 2025, mais ça va arriver vite. Beaucoup d'informations à dire, c'est-à-dire il y a plein de choses qu'on aime bien, les matrices de matérialité, il y aura les doubles matrices de matérialité, il y aura le bilan des émissions de gaz à effet de serre qui sera obligatoire, c'est-à-dire que toutes ces entreprises devront avoir fait la mesure de leurs émissions de gaz à effet de serre en propre chez eux, mais aussi ce qu'on appelle le scope 3, qui est toute la chaîne d'approvisionnement. Et pour les marques de mode, en général, quand on fait un bilan des émissions de gaz à effet de serre, 90 à 95% des émissions de gaz à effet de serre de la marque, c'est l'amont. C'est les fibres, les processus de fabrication, les teintures, les confections, la logistique, etc. Donc on voit comment au niveau européen, il y a des choses qui se passent, qui vont obliger les entreprises donc à faire un bilan des émissions de gaz à effet de serre, qui vont les obliger à mettre en place des actions avec des objectifs et des deadlines, et donc s'engager sur ces sujets de diminution des émissions de gaz à effet de serre. Et on se dit, certaines entreprises vont se dire, moi je m'en fous, j'ai pas 250 personnes dans mon entreprise. En fait, c'est que ça marche pas comme ça. C'est que vous pouvez avoir des clients qui, eux, sont obligés de faire la CSRD, de remplir ce document, et qui vont vous demander
des comptes parce qu'il va falloir que vous embarquez, vous, en tant que fournisseur, imprimeur, teinturier, confectionneur, etc. Il va falloir que vous baissiez vos émissions de gaz à effet de serre de façon à ce que votre client donneur d'ordre puisse diminuer ses émissions de gaz à effet de serre. Donc, on voit comment l'effet domino joue au niveau européen. Voilà. Donc ça, c'est au niveau européen, donc des choses qui sont assez importantes, comme on le voit. Il y a aussi tous les sujets au niveau du passeport digital produit, c'est-à-dire que c'est pas seulement pour le textile, mais le textile est l'une des industries prioritaires sur la mise en place de ce sujet, où il y aurait un passeport numérique qui indiquerait un certain nombre de caractéristiques environnementales, de traçabilité, de réparabilité, de recyclabilité ou de recycler des produits qui sont mis sur le marché. Donc là, on n'a pas vraiment de date. Ouais, c'est un peu un truc comme la blockchain, c'est vraiment avoir toutes les infos à chaque étape d'un produit ou c'est encore différent? Alors, c'est plus souple que la blockchain parce que la blockchain, c'est que l'ensemble de la traçabilité est sécurisée dans chacune des étapes. Là, ça serait une information dématérialisée, c'est-à-dire que vous pourriez avoir accès sur un barcode, sur le site, il y a un QR code, etc., à un certain nombre d'informations là-dessus. Après, ces informations, si c'est le résultat d'une blockchain ou pas, aujourd'hui, ce n'est pas encore très clair. Il parle effectivement de la blockchain qui est aujourd'hui le sujet le plus sécurisé, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore très clair si ça sera obligatoire que ça passe par une chaîne de traçabilité blockchain ou pas. D'accord. Donc voilà, au niveau européen, pas mal de choses, et il y a aussi des choses intéressantes au niveau européen, c'est le devoir de vigilance, qui est aussi une nouvelle loi aussi au niveau européen, donc la CSDD, la Corporate Sustainability Due Diligence, qui devrait arriver un petit peu plus tard que la CSRD dont j'ai parlé juste avant, qui va imposer les entreprises. Pareil, aujourd'hui, c'est les grosses entreprises. Ce sont des lois nationales en France, en Norvège, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre ou aux États-Unis. Là, il va y avoir une loi européenne, une directive européenne qui sera appliquée par chaque pays. Qui va dire, le niveau va être beaucoup plus bas. On va aussi descendre à 250 employés. Donc, ça va être des dizaines de milliers d'entreprises européennes qui vont être assujetties à cette devoir de vigilance. Et donc, là, ça oblige les entreprises sur l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement de vérifier qu'il n'y a pas de risques environnementaux et ou sociaux. Voilà. Et ce sont des choses. Ça veut dire qu'en fait, grosso modo, c'est la suite du Rana Plaza. Quand le Rana Plaza s'est écoulé en 2013, les marques, on voyait plein de shopping bags, de tickets de la fast fashion dans les décombres de l'immeuble, et ils se sont dit, moi, je savais pas que mes produits étaient fabriqués là. Parce qu'en fait, c'était des sous-traitants de leurs propres fournisseurs. Et eux, ils se sont dit, moi, je connais juste mon fournisseur, les sous-traitants, je connais pas. Là, maintenant, l'idée, c'est de dire, en tant que donneur d'ordre, vous êtes responsable de l'ensemble de votre chaîne d'approvisionnement. Donc là, on voit en termes d'explication au niveau de la traçabilité des produits, notamment pour les gens de mode, qui aujourd'hui ne savent pas très bien d'où vient leur coton, d'où vient leur polyamide, ou même où ça a été imprimé. On voit qu'il y a des choses qui vont être importantes, c'est que il va falloir mettre en place cette traçabilité de la chaîne d'approvisionnement pour pouvoir répondre à ce devoir de vigilance européen qui arrive. Donc ça, ce sont quelques exemples européens. On a aussi un qui est 1er janvier 2025 qui va imposer aussi l'interdiction d'importation de produits liés à la déforestation. La mode est très impliquée notamment sur les sujets cuir. C'est-à-dire que si vous avez des peaux qui viennent d'Amérique du Sud, déforestation à 50%. Je sais pas exactement quel pourcentage, mais vous avez un très gros risque. Donc ça, c'est 1er janvier 2025. Voilà, au niveau européen, on est quand même déjà assez chargé sur ces sujets-là. Plus des plans d'éco-conception sur tous les produits, etc. Et en France, c'est vrai qu'on a une loi qui est très importante, qui a vraiment marqué, c'est la loi AGEC, donc la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire de février 2020, alors qui concerne toutes les industries. Il y a 200 décrets d'application qui sont mis en place progressivement depuis là-dessus. Sur la mode, quelques sujets très forts. L'interdiction des invendus des marques qui distribuent en France. Donc ça, c'est un message très très fort. Donc on peut plus détruire les produits finis. Il faut savoir que l'Europe est en train de reprendre cette loi au niveau européen. C'est-à-dire qu'elle veut, au niveau de la stratégie textile, que ce soit au niveau européen, qu'on ne puisse plus que les produits non alimentaires, ils sont interdits de les détruire. Il y a ça, il y a le fameux logo Triman qui est sur tous les produits textiles aujourd'hui et chaussures. Et aussi sur les packaging par exemple, qui montre bien qu'il y a un système de collecte qui est mis en place. Et quel est le système de collecte pour que les consommateurs, les ménages, puis on est sur les produits, ce qu'on appelle les produits ménagers, mais pour que les ménages sachent quoi faire d'un produit en fin de vie. Et vous avez donc ce fameux Triman qui est obligatoire au niveau français.
Voilà, l'Europe a un petit peu tiqué en avril. La France devait répondre. On n'a pas eu trop de nouvelles, donc on ne sait pas trop où ça en est, parce que c'est un petit peu par rapport aux autres pays européens, ça facilite pas le libre-échange au niveau européen. Donc on est un petit peu en attente de nouvelles à ce sujet-là. Il y a des choses en termes de communication très intéressantes aussi. Aujourd'hui, il y a des mots dans cette loi qui sont interdits. On n'a plus d'un produit fini ne peut plus être biodégradable. Une matière première, oui, mais pas un produit fini. On ne peut plus dire qu'un produit est respectueux de l'environnement. On ne peut plus dire qu'il est vert. On ne peut plus dire qu'il est écologique. On ne peut plus dire qu'il est neutre en carbone, sauf si on a suivi une procédure très stricte. Ouais. J'ai mesuré les émissions de gaz à effet de serre. J'ai diminué au maximum. Et ensuite, j'ai compensé avec quelque chose qui n'est pas polémique aujourd'hui. Or, aujourd'hui, tous les sujets de compensation sont polémiques. Donc, ça pose un petit problème. Voilà, donc ça c'était vraiment au niveau du vocabulaire utilisé pour éviter le greenwashing. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui a été fait en France au niveau du vocabulaire anti-greenwashing, c'est repris actuellement dans une autre directive européenne qui s'appelle les Green Claims. Donc voilà, donc vous voyez un petit peu les effets de réciprocité qu'il y a entre la France et l'Europe. Donc là, c'est sur des sujets sur lesquels on est plutôt plus en avance. Et il y a cette fameuse fiche descriptive des caractéristiques environnementales du produit, qui a été qui est donc valable depuis le 1er janvier 2023. Alors ça, c'est en fonction du chiffre d'affaires et des quantités vendues sur le marché français. Donc c'est d'abord les grosses entreprises et progressivement jusqu'en 2025 pour les entreprises qui font plus de 10 millions de chiffre d'affaires. Et donc là, l'obligation de façon dématérialisée, d'indiquer pour chaque nouveau produit mis sur le marché à partir du 1er janvier 2023, 2024, 2025, selon le palier de votre entreprise, indiquer si le produit, enfin les 3 dernières phases en termes de made in, de quel pays d'origine de votre produit, donc où est-ce que ça a été confectionné, où est-ce que ça a été imprimé, teinté, et où est-ce que ça a été tissé, tricoté pour le textile. Obligation de dire s'il y a plus de 50% de plastique, au niveau plastique égal polyamide, acrylique, élastane, voilà, polyester. S'il y a plus de 50% dans le produit, pas dans la matière principale, mais dans le produit, il faut indiquer il faut indiquer ici que ça va relarguer des microparticules dans l'océan. Ouais. Si c'est plus de 50%. Si vous avez du recyclé, vous devez dire que, toujours par rapport au poids total du produit, vous devez indiquer s'il contient au moins 40% de matière recyclée, 30%, etc. Voilà. Après, il y a 2 autres sujets qui aujourd'hui sont pas tellement, qu'on n'utilise pas trop. Un, c'est sur les substances chimiques, mais qui en général, dangereuses, mais qui sont en général, sont déjà pas intégrées avec REACH pour les gens qui suivent de façon très très stricte REACH. Et il y a la recyclabilité. Pour l'instant, l'éco-organisme Free Fashion a dit que compte tenu des faibles chances qu'un produit textile aujourd'hui soit recyclé, la recyclabilité, on n'apporte pas ce sujet, par du principe que le produit textile aujourd'hui n'est pas recyclé. Voilà pour la loi AGEC. Ah si, il y avait aussi le plan de prévention d'éco-conception à rendre au 31 juillet 2023. Bon, il y a un petit report jusqu'au 15 septembre pour les retardataires où chaque metteur sur le marché français devait faire un plan de prévention et d'éco-conception pour indiquer donc que voilà, où est-ce que j'en suis en termes de matières renouvelables, recyclées, émissions de gaz à effet de serre, tout ça, et quels sont mes objectifs à 5 ans. Donc Free Fashion, je ne sais pas comment ils vont faire, ils vont récupérer des dizaines de milliers de fiches Excel avec du quantitatif et du qualitatif, et ils doivent faire une synthèse au gouvernement. Donc je suis impatient de voir comment ils vont pouvoir faire ça, parce que ça va être un très 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 gros travail. Voilà, je pense que pour la loi AGEC, je pense que j'ai un peu parlé de tout. Voilà. Et l'affichage environnemental, qui n'est plus la loi AGEC, qui a été repris par la loi climat et résilience, mais qui était abordé effectivement à AGEC. Et donc là, l'affichage environnemental, pareil. Nous avons du français et de l'européen, avec le français qui est en cours d'élaboration. A priori, les dernières nouvelles, c'est qu'on aurait début 2024 la méthodologie. On a déjà les 8 critères, qui sont des critères assez classiques d'analyse de cycle de vie du produit avec des impacts environnementaux classiques. Mais c'est intéressant parce l'État français rajoute certains critères. Un, c'est notamment le relargage des microplastiques, qui aujourd'hui n'est pas pris en compte dans les ACV. Il rajoute aussi le modèle économique, notamment celui de la fast fashion, qui ferait que vous auriez un moins bonne note. Donc maintenant, la difficulté, c'est définir qu'est-ce que c'est la fast fashion. Beaucoup de choses en attente. Et ce qui est intéressant, c'est que donc on a ça au niveau français, donc avec mise en place début 2024, ce qu'on nous demande, ce qu'on nous dit aujourd'hui, avec non obligatoire au début et ça deviendrait obligatoire en 2025. Et en parallèle, on a l'affichage environnemental européen avec le PEF.
le Product Environmental Footprint, qui suit un peu le même modèle, hein, donc là aussi des allers-retours entre la France et l'Europe. L'affichage environnemental européen ne sera pas obligatoire a priori. Par contre, chaque pays peut le rendre obligatoire. Donc on peut imaginer que quand l'affichage environnemental européen sera bon, sera efficace, sera en place, la France passera au l'affichage environnemental européen, mais le rendra obligatoire puisqu'il aura déjà eu son affichage environnemental français obligatoire. Voilà. En synthèse, pas mal de choses sur les lois. Voilà. Et évidemment, il y a aussi toutes les autres, parce que là, on parle de l'Europe, de la France. Mais quand vous exportez aux États-Unis, aujourd'hui, interdiction d'avoir du coton d'origine ouïghour. Vous avez aussi des lois qui existent au niveau californien. On peut peut-être expliquer pour les gens qui ne suivent pas les Ouïghours, vraiment le drame social, et on peut peut-être le raconter. Alors les Ouïghours, c'est donc une minorité de musulmane en Chine qui donc aujourd'hui il y a énormément de soupçons, enfin plus que des soupçons, hein, on va dire ça, voilà, je suis politiquement correct en disant ça, mais c'est plus que des soupçons, que c'est une ethnie qui est aujourd'hui dans des camps de travail, donc qui ressemble à du travail forcé, hein, pour la plus grande des parties des pays démocratiques dans le monde, qui sont plus en fait d'après la Chine, plus des camps de travail pour les aider à se développer. En fait, c'est quand même plutôt des camps de travail forcés, sachant que c'est dans une région dans laquelle il y a beaucoup de cotonculteurs qui vont fournir le coton de la mode, et donc évidemment il y a aussi des filateurs, des confectionneurs sur place. Donc les États-Unis ont interdit l'interdiction de coton avec un risque qui vienne d'un travail forcé, d'associer au travail forcé. L'Europe est en train de travailler aussi sur une loi, mais qui ne sera pas effective avant 2025, beaucoup plus forte, sur l'interdiction d'importer des matières, des produits liés au travail forcé. Voilà. Mais ça ne sera pas avant 2025 que ce sera effectif. Et l'Europe ne va pas parler du travail ouïghour, ça va parler du travail forcé au global, en général, parce que voilà, les États-Unis sont un petit peu plus brutaux en frontal quand ils parlent à la Chine, et l'Europe est un petit peu plus politiquement correcte. Donc on va juste parler de travail forcé, sans spécifier Ouïghour ou Ouzbékistan ou tout ça, enfin tous les pays sur lesquels on se fait dans la chaîne textile que l'on a des soucis. Ouais, après les États-Unis, ils ont quand même intérêt à valoriser leur coton, donc je pense qu'ils sont plus, on va dire, plus énervés parce que eux, ils ont un intérêt à récupérer. Il y a des. C'est vrai que ça peut être associé à du protectionnisme, parce que en Europe, on n'a pas trop le souci. On a quelques champs de coton en Grèce, en Espagne, mais voilà, on n'a pas grand-chose. Voilà, on n'est pas des gros faiseurs. C'est en effet sur le marché du coton. Voilà. Et puis on a aussi la Chine qui a ses propres protections, hein, ses lois. Hein, typiquement aujourd'hui, par exemple pour exporter du bio en Chine, aujourd'hui c'est compliqué parce qu'il faut être selon la législation nationale chinoise. Voilà. Donc aujourd'hui, pour l'instant, les choses se passent encore, mais on peut imaginer qu'il y a des choses qui vont se faire. Et aussi, ils ont aussi un REACH qu'ils sont en train de mettre en place depuis quelques années, qui est normalement beaucoup plus strict que le REACH européen. Donc REACH, il faut que je dise peut-être que c'est donc la loi européenne qui interdit ou limite un certain nombre de substances chimiques en Europe, donc depuis 2007, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Et donc la Chine a mis en place sa propre réglementation pour interdire l'importation de produits avec des substances chimiques, qui a priori c'est plus costaud que REACH, qui va plus loin que REACH. Voilà, et qui peut être aussi assimilé à une forme de protectionnisme. Donc tout ça sont des choses à prendre en compte. Voilà, notamment quand on est dans une marque qui travaille à l'international, parce que après moi en tant que marque internationale, j'ai le marché européen, mais j'ai aussi le marché américain et le marché asiatique. Exactement. Voilà. Alors c'est hyper riche, Stéphane. Heureusement, je suis, parce que j'avais les pieds dedans, comme je vous disais, mes 4 ans de RSE chez Auchan. Et donc, on était en essai sur le reporting financier. On a eu toutes ces thématiques, le devoir de vigilance, la loi Sapin 2, de retracer sa filière, la blockchain. Moi, j'étais plus à la fin sur l'alimentaire. Et en fait, il y a énormément de parallèles entre l'alimentaire et toutes les obligations. Donc, l'alimentaire, on va dire, était précurseur. Et en fait, je vois, et j'en ai échangé avec Catherine Doriac, que il y a énormément de parallèles qui peuvent être faits entre l'alimentaire et la mode. Et on parlait avec, je ne sais pas si vous la connaissez, Audrey Millet, qui est chercheuse au CNRS, qui a écrit un livre, le livre noir de la mode. On avait fait un focus avec elle sur REACH, parce que c'est le sujet qui nous intéressait, c'était la couleur végétale et la teinture. Et en fait, elle expliquait que toutes ces lois dont vous avez reparlé,
d'une certaine manière, elles vont quand même obliger à se poser des questions sur tous les domaines, et ça va aussi amener à se poser des questions sur la teinture, parce que c'est quand même une des phases les plus polluantes de l'industrie textile. C'est une des phases les plus obscures aussi, parce que comme vous le dites, il y a beaucoup de rangs entre entre la fabrication et l'arrivée en magasin d'un vêtement. Il y a beaucoup de rangs, il y a beaucoup d'intermédiaires, et la phase de teinture, on ne sait pas trop où ça se passe, on ne sait pas trop avec quel produit, etc. Alors il y a Rich, mais on pourrait aller encore un peu plus loin, et donc voilà. Donc je pense que ceux qui n'ont pas écouté les 2 épisodes d'avant vont être un peu largués. Je pense qu'ils vont devoir l'écouter plusieurs fois, mais en tout cas, vraiment, c'est bien d'avoir fait tout ce panel. Donc je suppose que les entreprises textiles sont quand même un petit peu chahutées, chamboulées, on va dire, avec tout ça, qu'elles se posent énormément de questions, et du coup je pense que c'est le moment de présenter Pando, du coup, ce que vous faites, ce que vous proposez, et nous raconter un peu comment ça s'est créé, combien vous êtes aujourd'hui, et un peu vos services, parce que je vois que vous proposez plein de trucs, et je pense que ce serait intéressant de l'expliquer si on a des marques qui nous écoutent. Très bien, parfait. Alors donc Pando déjà le nom. Pando, ça veut dire je transmets en latin, et donc on est beaucoup dans la transmission avec Laetitia et Elodie, la troisième consultante. L'idée c'est de partager notre expérience et notre expertise sur le sujet de RSE. C'est aussi le plus vieil arbre du monde, qui se trouve dans l'État de l'Utah aux États-Unis, qui a 80 000 ans. Et donc l'idée c'était un petit peu de mettre en rapport un arbre qui a 80 000 ans, en fait c'est un système racinaire qui a fait une forêt, avec la mode qui existe depuis 200 ou 300 ans. Voilà, c'est juste mettre un petit peu en relation l'un et l'autre. Au niveau on est en cabinet de conseil, alors on a des valeurs, c'est-à-dire qu'on est beaucoup sur le respect de l'humain, des partenaires avec lesquels, les clients avec lesquels on travaille. Les partenaires, on travaille beaucoup sous forme d'écosystème. J'en reviendrai peut-être avec des gens sur des expertises avec lesquelles on travaille, parce qu'on est beaucoup sur le collaboratif. Donc le sujet, parce il y a tellement de sujets à aborder qu'on peut pas être expert en tout. Il y a le côté optimisme. Il faut sur ces sujets-là, il faut des activistes. Alors nous, on n'est pas un activiste en disant on va pas travailler avec vous parce que votre modèle économique ne nous plaît pas. On va dire votre modèle économique il est peut-être pas top pour ça et ça. Est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Non. Ok. À ce moment-là, on peut quand même faire quelque chose sur d'autres sujets. Et donc l'idée, c'est de pousser au maximum les clients avec lesquels on est, tout en respectant leur modèle économique, leur ADN, etc., pour aller le plus loin possible. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, on va pas parler de décroissance. C'est un peu difficile dans un système capitaliste de parler de décroissance avec un client. Donc il y a ce respect des personnes, et c'est vraiment de l'optimisme aussi, parce que c'est pas nous qui allons dire c'est la fin du monde, la note c'est tout est pourri, etc. Nous on est là pour trouver des solutions, on est dans l'action. C'est ça qui nous fait bouger, c'est ça qui nous fait vivre, c'est d'être dans l'action et d'avoir des choses qui bougent, positives. Donc on va plutôt donner de l'énergie positive aux équipes quand on va travailler avec nos clients. Donc sur ce qu'on propose, le sujet classique, c'est vraiment en termes de concept, c'est qu'on va faire des audits RSE. On a été formé à tout ce qui est autour de l'ISO 26000, qui est donc la norme de la RSE internationale. On a créé un audit basé sur les domaines donc de l'ISO 26000, ainsi que sur les ODD, les objectifs de développement durable de l'ONU. Donc, on fait un diagnostic sur l'ensemble des sujets abordés par l'ISO 26000 et les ODD, selon nos 4 piliers, donc sociaux, sociétaux, environnementaux et économiques. On fait des interviews, donc on a un questionnaire assez important pour faire des interviews en interne et en externe dans les entreprises. On demande beaucoup de documentation, on va analyser, consolider, et suite à ça, on va dire, là vous êtes plutôt bien, là vous êtes plutôt moins bon, il y a une marge d'amélioration. On pense qu'en fonction de votre ADN, il faut que vous alliez vers là, c'est-à-dire qu'on commence à travailler sur une stratégie RSE pour l'entreprise, et on va aussi mettre en rapport des plans d'action. Et si l'entreprise le souhaite, ensuite, on l'accompagne dans la mise en place de ce plan d'action. Parce que comme vous l'avez compris, comme vous l'avez dit, et comme on l'a tous compris, les sujets des RSE sont très complexes, sont très changeants. Il faut prioriser, parce que sinon c'est une noix. Donc l'idée c'est que nous on apporte, c'est-à-dire de faciliter, de rendre ça plus simple, plus audible, de prioriser, de dire la priorité numéro 1 pour cette année c'est ça, pour la priorité numéro 2 pour l'année prochaine ce serait plutôt ça, etc. Et d'accompagner en autonomie les personnes, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'assistanat.
C'est quelque chose auquel on tient beaucoup avec nos clients. C'est-à-dire qu'on va former les équipes pour comprendre pourquoi elles font ça. On va créer ensemble les processus et les outils sur lesquels ils vont travailler de façon opérationnelle. Et voilà. Et donc, on est sur un soutien, mais l'idée, c'est que progressivement, avec nos clients plus historiques aujourd'hui, on lui voit très très peu. C'est vraiment de façon très ponctuelle. C'est-à-dire qu'il faut autonomiser les équipes sur ces sujets-là. Ça peut être parce que les gens l'intègrent dans leur travail au quotidien. Ça peut être aussi, parfois, il y a des entreprises qui vont prendre un chef de projet RSE qui va aussi faciliter un petit peu la coordination. Et de toute façon, la RSE, la direction RSE, c'est beaucoup au niveau de la stratégie, des grandes lignes, etc. Mais sans l'opérationnel, c'est pas ça. Et ça bouge pas. Donc voilà. Donc nous, on est plutôt sur la partie opérationnelle, c'est faire bouger les gens, même si on travaille sur la partie stratégie, mais à un moment, il faut passer à l'opérationnel. Donc ça, c'est le type de mission classique. Ouais, chez Auchan, justement, pour faire un parallèle, pour que ça bouge justement, les missions étaient rattachées aux produits et à la RSE, parce qu'en fait, il faut travailler avec les équipes qualité, il faut inclure les chefs de produits, les acheteurs, les chefs de groupe, et comme vous dites, il faut pas que ça devienne de l'assistanat, sinon c'est toujours une personne qui s'épuise, et donc faut donner le sens. Donc je comprends hyper bien ce que vous proposez comme service aux entreprises. Diffuser. C'est ça. Et puis faut l'incarner, faut fédérer autour de ça et donc bien donner le sens, parce que s'ils comprennent pourquoi, d'un coup ça va tout de suite plus vite. Vraiment ça je témoigne. Mais bon, j'ai vu aussi que sur votre site il y a un système d'abonnement, qu'il y a plein de fiches avec du vocabulaire RSE. En fait vraiment c'est la mine d'or pour ceux qui n'y connaissent rien et qui voudraient apprendre des choses. Donc moi je suis allée farfouiller la version on va dire gratuite, mais je vois que vous avez donc un système d'abonnement. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce qu'on y retrouve? Oui, alors là c'est tout à fait suite à dans notre expérience de Pando, l'idée c'est comme je vous ai dit, c'est de faciliter l'accès à la formation, à la RSE, à la mode. Au début, on a commencé en faisant des magazines qui sont sous format digitaux sur l'histoire de la mode et la RSE de 1850 à 2000, de 2000 à 2020 et ensuite 2020. Et après on s'est dit, nos clients nous ont dit c'est super quand vous êtes là Pando, on vous pose des questions, on avance et tout ça, mais quand vous êtes plus dans nos bureaux, on sait plus où chercher l'information. Et on s'est dit, tiens, on va peut-être vous poser quelque chose. Et comme on avait énormément d'informations, on s'est dit, c'est un petit peu dommage de la garder seulement pour nous. Et donc, on a créé effectivement cette boîte à outils qui s'appelle Kaleo. Donc, avec une partie des supports, des contenus qui sont gratuits, une partie qui est sur abonnement. Vous avez des podcasts, des webinaires, des fiches abécédaires, des focus, des articles, etc., qui sont sur les matières, sur les process, sur les lois. La partie législative est assez importante aussi, sur la partie traçabilité, la transparence, etc. Donc, on a plusieurs sujets. On en a tellement quand même, pour faciliter les choses, on a même créé des parcours éducatifs. Dire voilà, je commence dans la RSE et je suis nul en législatif. Quels sont les supports que je dois faire? Donc il y a aussi des parcours éducatifs pour faire un petit peu du e-learning sur des supports différents, parce que les gens, il y en a qui préfèrent l'oral, il y en a d'autres qui vont préférer le visuel, il y en a d'autres qui vont vouloir lire, etc. Donc on a des supports différents et qu'on enrichit avec environ 15 nouveaux contenus tous les 3 mois. Voilà. D'accord. Voilà, donc c'est Kaleo. Voilà, c'est sous format d'abonnement. En fait, c'est selon soit il y a des abonnements individuels quand vous êtes seul, entrepreneur ou individuel ou seul, et vous avez aussi pour entreprise avec un abonnement qui est plus ou moins important selon le nombre de personnes de l'entreprise. Dans l'entreprise. L'idée c'est de faciliter l'information en autonomie des équipes sur les sujets de RSE et mode qui sont pas toujours très simples. Non, c'est clair. Je mettrai en descriptif d'épisode les liens pour que ceux qui sont intéressés puissent aller regarder. Merci. Alors du coup, il y a pas de souci. Je voulais vous poser la question donc sur la teinture végétale. Qu'est-ce que pourrait apporter la teinture végétale dans toutes ces lois, dans toutes ces choses? Est-ce que vous en entendez parler? Est-ce que vous avez des demandes? Et qu'on fasse un point sur les échos que vous avez ou les premiers retours. Alors, effectivement, quand on part de l'impact de la teinture, parce que j'aime bien partir des côtés factuels, effectivement, on a des impacts assez lourds en termes de consommation d'eau.
en fonction du processus qui est utilisé. En termes de consommation de chimie, donc avec des lois européennes, mais il y a aujourd'hui des choses qui permettent d'aller beaucoup plus loin que REACH, heureusement. Et en termes de consommation d'énergie, parce que ce sont souvent des processus où il y a du chauffage de l'eau particulièrement. Donc vous avez déjà 3 gros impacts en amont. Et donc les conséquences, ça va être les émissions de gaz à effet de serre liées à l'utilisation de l'énergie, ça va être la pollution de l'eau qui a été consommée et polluée par les produits chimiques. Ça peut être aussi la pollution de l'air pour les gens qui respirent, qui travaillent dans les teintureries et qui vont respirer ces produits, chimiques. Donc effectivement, l'impact est très très lourd. On peut travailler de différentes façons. Il y a la partie process, donc je vais aller très rapidement parce que c'est pas la question à laquelle je vais poser spécifiquement, mais c'est qu'aujourd'hui on commence à avoir des process qui sont secs, donc qui vont consommer beaucoup moins d'eau, qui vont consommer beaucoup moins de colorants. Vous avez aussi des possibilités de travailler sur des listes de produits interdits chimiques, ce qu'on appelle les MRSL, les Manufacturing Restricted Substance List, qui sont des listes de produits qui vont plus loin que REACH, et donc vous pouvez imposer aux teinturiers. Vous avez aussi des labels qui interdisent un certain nombre de produits chimiques au-delà de REACH, comme Ecotech, Step, vous avez GOTS, des gens comme ça, qui vont aller, ou ZDHC, la plateforme ZDHC qui va dire aussi, qui va imposer, limiter un certain nombre de produits chimiques, mais vous aurez toujours de la chimie. On est d'accord. Et moi, j'ai un gros problème par rapport à tout ce type de chimie, c'est que quand on est sur les produits textiles, ce qu'on aimerait bien, c'est avoir un produit qui soit le plus biodégradable possible. Je dis pas biodégradable parce que c'est pas possible à 100%, mais qui soit le plus biodégradable possible. Et il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame, à mon avis, en disant, si c'est du coton, ou si c'est de la laine, ou si c'est du lin, de toute façon, c'est biodégradable. La matière, effectivement, à la base, elle est plutôt biodégradable. Le problème, c'est tout ce que tu fais après, qui le rend plus très biodégradable. Les après et la teinture. Exactement. Et là, on est sur un sujet qui, je trouve, qui est super important. C'est-à-dire que on peut avoir des produits de fibres naturelles. Alors, j'ai pas dit éco-responsables parce que naturel, c'est différent d'éco-responsable, mais des fibres naturelles, donc qui seraient plus biodégradables a priori. Mais le problème, c'est qu'on les empoisonne avec les teintures, les apprêts, les finitions, etc. Et donc, en fin de vie, peut-être que la matière principale va se décomposer, mais vous allez avoir quand même du relargage de produits chimiques dans les sols, dans l'agriculture, et qu'on va boire ensuite. Donc là, je trouve qu'il y a un gros sujet, en effet, sur lequel travailler. Donc, on peut limiter les produits chimiques avec ces différentes listes de produits chimiques interdits ou limités. Mais effectivement, le naturel, alors c'est la teinture, mais il faudrait que ce soit pas seulement la teinture, il faudrait que ce soit aussi l'impression, voire les finitions que l'on a dessus, les apprêts que l'on peut avoir qui soient naturels. Donc moi, ce que j'aimerais bien avoir, c'est le produit qui soit non seulement 100% naturel, avec des fibres qui sont naturelles et le plus éco-responsable possible, donc plutôt biologique par exemple, ou recyclé, et sur lequel tous les process suivants, il y a du naturel qui serait donc biodégradable pour avoir un produit qui serait biodégradable. Je dis au conditionnel parce qu'on n'a plus le droit de dire qu'un produit fini est biodégradable, mais qui serait biodégradable dans la réalité sans mettre de la chimie. Et évidemment, la teinture là-dedans, c'est quelque chose de très très fort là-dessus. Donc oui, j'en parle. Alors moi, je travaille beaucoup avec des marques. On n'a pas trop parlé de mes clients. Donc les clients avec lesquels on travaille chez Pando. Alors je peux pas tous les nommer aujourd'hui parce que certains sont encore, on peut pas partager. Mais c'est des gens comme Zadig & Voltaire, APC, Le Maire, Bonpoint, Marine Serre. Donc ça va être des gens qui sont vraiment très impliqués. Mais dès qu'on leur parle de matière de teinture végétale, et on le fait à chaque fois, ils disent oui, c'est super, mais ça tient pas. Voilà. C'est le premier retour que j'ai sur les teintures naturelles. Je vous dis la vérité, Non, mais la réalité. Mais c'est bien parce qu'en fait, c'est vraiment le but du podcast, c'est que on démonte avec les invités tous les préjugés qu'il y a sur la teinture végétale. Donc, je suis ravie d'entendre le premier préjugé parce qu'on s'est efforcé dans les 50 premiers épisodes à montrer que si c'était bien fait avec des plants de grand thym, ça tient. Alors, mais donc allez-y, continuez. Le premier argument, je vais développer après, c'est de toute façon, ça tient pas dans le temps. Le deuxième argument, en termes de choix coloriel, c'est pas très sexy. Voilà. Est-ce qu'il y a un troisième argument? Non, je pense qu'avec ces deux-là, je suis déjà bien. Voilà. Après, il y a aussi le côté, il y a aussi le côté échelle industrielle, c'est-à-dire que il faut pouvoir faire des grosses quantités. Quand on est sur la teinture, sachant que les clients avec lesquels je travaille sont des clients qui peuvent faire des grosses quantités de produits. Voilà. Et alors moi, je vous avoue franchement, en tant que consultant, je suis un petit peu bloqué sur ces sujets-là. Je suis pas un responsable qualité, moi je viens du marketing, donc
Je serais incapable de dire par rapport à la résistance à la lumière, à l'humidité, au temps, aux différents lavages et tout ça, quelle serait la résistance au pH de la peau, d'une teinture, voilà, le pH de la peau, tout ça. Je suis incapable de le dire. Par contre, moi, ce que je rêve, c'est que j'ai des gens qui font de la teinture naturelle, qui me disent, on a fait tous ces tests-là, qui sont les tests les plus costauds, qui sont faits par les référents du marché en termes de maintien de la couleur, qu'elle passe pas, qu'il n'y ait pas des traces blanches dessus, etc. Sur la couleur. Moi, je rêve de ça parce que quand je demande à des fournisseurs, ils me disent oui, ça passe les tests classiques. Super, mais moi je sais pas ce que c'est que les tests classiques. Moi j'ai besoin de preuves. Je suis quelqu'un de très cartésien, j'ai besoin de preuves et j'ai besoin qu'on me dise ben voilà, tu fais la teinture avec telle plante, tel végétaux, telle écorce, etc. Ce que je voudrais, c'est que tu me dises, ben voilà les tests que l'on a fait. Résistance voilà lumière, la résistance, voilà, toutes les résistances. Moi, j'ai besoin de preuves. Ouais. Surtout que quand après j'ai des clients en face, je leur dis, ça serait bien d'aller peut-être vers la naturelle. Eux, ils vont me demander des preuves parce qu'ils ont des services qualité très stricts avec des cahiers des charges techniques que je connais bien, carrément. Voilà. Ouais. Donc voilà, ça c'est mon premier élément. Le côté coloriel, c'est inhérent. C'est quelque chose qui peut se travailler avec les designers. Il y a quand même aujourd'hui beaucoup plus d'offres, il me semble, en termes de coloris que ce qu'il y a pu y avoir à un moment. Voilà, donc voilà, on n'aura peut-être pas du rose fluo, du jaune stabilo encore, mais voilà, mais en tout cas il y a quand même pas mal de. J'aime bien voir les extrêmes. Mais en fait, il y a quand même pas mal de choix. Et après, il y a le côté industriel aussi qui va venir. Bon, je parle pas aussi du prix parce que bon là, ça c'est aussi un sujet qui va rentrer aussi, qui doit être pris en compte aussi par les clients. Mais moi, le premier frein que j'ai aujourd'hui avec mes clients, c'est la qualité. Oui. C'est vraiment le premier frein. Sachant que quand on travaille avec le client, les deux gros sujets qu'on aborde en général, en dehors de la raison d'être de l'entreprise, c'est beaucoup les sujets d'éco-conception et de traçabilité. Oui. Dans l'éco-conception, il y a une notion qui est pour moi essentielle quand on travaille sur l'éco-conception avec nos clients, c'est de dire on va faire des produits dans lesquels on va améliorer là où on peut en termes d'éco-conception, mais c'est surtout pas en faisant un produit moins sur des sujets de durabilité ou de fonctionnalité. Donc jamais je vais dire à un client tu passes de telle teinture à telle teinture, quelle que soit la teinture, parce que la deuxième est beaucoup plus écologique en termes de consommation d'eau et d'énergie, mais en fait elle passe pas les mêmes tests en termes de résistance à la lumière, par exemple. Donc il faut vraiment, il faut que ça soit un plus. Souvent les clients sont même prêts à payer un peu plus cher, donc après c'est un peu plus cher, qu'il faut voir à combien c'est un peu plus cher. Mais il faut surtout, et c'est quelque chose auquel moi j'insiste quand je les forme à l'éco-conception, c'est qu'il faut pas que ce soit un produit moins en termes de durabilité. Voilà. Et la durabilité, ça peut être, vas-y, allez-y. Non, mais j'allais dire, Stéphane, du coup, ce qui est génial, c'est que ce que vous cherchez comme preuve, et ben en fait, dans le podcast, c'est tout ce que j'ai cherché à démontrer. Parce que moi, je viens d'Auchan. Les gens de la qualité, je les connais. Les exigences qualité pour un produit, les tests, etc. Je sais comme c'est exigeant. Donc moi, mon objectif, c'était justement de sonder le marché, de savoir ce qui se passe, enfin le marché, on va dire la pensée des gens et les préjugés. Et donc en fait, dans les épisodes, on a rencontré des laboratoires, des gens qui font des tests qualité, donc les sun tests, tests lumière en vitrine, lumière naturelle, les frottements, la sueur, la salive pour les bébés qui pourraient éventuellement manger leurs vêtements. On a vu les histoires de résistance des plantes. Et donc là, on revient au parcours agronomique, à l'histoire des teinturiers, de dire quelles sont les plantes grand thym, qui tiennent dans le temps, et les plantes qui ne sont pas grand thym. Donc on dit petit thym. Donc toute cette partie-là de est-ce que ça tient dans le temps, on l'a démontré avant, et j'aimerais vous faire une sélection d'épisodes à écouter ou même à passer à vos clients. Avec plaisir. Donc ça, on l'a démontré. Le deuxième, le choix sexy, je l'entends, c'était un premier critère, c'était la teinture végétale, c'est fade, c'est terne, c'est pastel, c'est délavé. Et en fait, on s'est rendu compte, on a reçu plusieurs personnes qui nous parlent de nuanciers de 600 couleurs différentes, etc., flamboyantes, mais, vous l'avez dit, le fluo est impossible en teinture végétale. Donc ça, le fluo et les EPI ou les gilets jaunes et les gilets oranges, impossible. Et enfin, quand vous parlez d'échelle industrielle, c'est génial parce qu'on a rencontré justement des teinturières à façon, donc qui font des petites quantités, et on a rencontré des gens qui se posent des questions depuis longtemps sur l'étape d'après.
et donc des plus grosses entreprises avec des plus grandes capacités de teinture. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était complètement possible. Et un autre point historique qui est important, c'est qu'avant, les plantes qui servaient à colorer, on les appelait les plantes industrielles tinctoriales, parce que c'était une industrie et il y avait des quantités et des quantités de bains. Donc oui, c'est possible de passer à la teinture végétale à un niveau industriel. Par contre, il y a encore des gens qui disent oui, mais ça occuperait trop de place de cultiver les plantes par rapport à un pigment de synthèse. C'est vrai que c'est la différence. Et en fait, il y a eu un calcul qui a été fait en 2018. Il faudrait la surface de la Belgique pour cultiver les plantes tinctoriales pour teindre tout le coton mondial. Donc, c'est pas si déconnant que ça, on est d'accord. C'est gérable. Donc tout ça, il y a des historiens qui sont venus le rappeler, il y a des industriels qui en parlent, et on a des gens qui nous parlent d'échelle. L'idée de la teinture végétale, en tout cas moi ce que je défends, c'est pas de tout basculer en teinture végétale. Moi ce que je défends, c'est de faire intelligemment les choses pour que quand c'est pertinent pour un client ou un acteur, de pouvoir l'accompagner sur la teinture végétale. Et il faut garder la teinture synthétique parce qu'elle est aussi propre. Elle est plus propre en France qu'elle l'est peut-être ailleurs. Et donc, enfin c'est sûr. Mais voilà, donc il faut combiner les deux. Mais la teinture végétale à un niveau industriel, c'est possible. Et après, le dernier point, c'est le prix que vous avez avancé. Et là-dessus, pareil, on a reçu plusieurs invités. Et on a même eu des comparatifs de prix. Donc, c'était hyper intéressant. On a vraiment fait le détail du prix. Et effectivement, la teinture végétale coûte plus cher parce que il y a tout un sens derrière de la personne qui l'a cultivée, etc. Et de tout ce que ça apporte derrière. Donc oui, le prix, là, il n'y a pas de débat. Oui, c'est plus cher. Par contre, comme c'est en train de revenir, c'est-à-dire, comme il y a de plus en plus de marques qui s'y intéressent, qu'il y a de plus en plus de gros groupes qui s'y intéressent, et qu'il y a d'autres applications de la couleur végétale, pas seulement dans le textile, on pourrait revenir à des champs de plantes tinctoriales plus importants, plus importants, et du coup, réduire ces coûts qui aujourd'hui, forcément, sont complètement déconnants. Et donc, en fait, il y a moyen que ça soit moins un gros écart comme ça l'est aujourd'hui. Donc, franchement, c'est génial. Ça veut vraiment dire que les deux mondes peuvent se rencontrer et se parler parce que, voilà, dans le podcast, c'est tout ça qu'on a essayé de démontrer avec des gens et des ingénieurs qualité, des gens qui veulent monter à des échelles plus importantes. Donc, franchement, je suis ravie qu'on ait cet échange du coup parce que, voilà, il y a moyen de continuer à parler et ça répond bien. Bon, top. Pardon. Ouais. Mais je veux juste vous dire aussi qu'en fait, il y a aussi quelque chose, il faut que ce soit facile pour les marques d'avoir accès à la teinture végétale. C'est-à-dire que en termes de process, les marques, la plupart du temps, elles travaillent avec des tisseurs, des tricoteurs, mais des fournisseurs de tissus. C'est-à-dire qu'ils vont faire leur choix. Alors certaines développent aussi leurs propres imprimés, leurs propres couleurs, leurs propres teintures et tout ça, mais ils travaillent avec des tisseurs. Leurs interlocuteurs, en général, ce sont les tisseurs, donc pas les teinturiers. Donc, il faudrait faire en sorte, pour faciliter les choses, que ce soit les tisseurs, c'est-à-dire les fournisseurs d'étoffes, qui proposent aux marques les matières avec les teintures végétales. C'est juste que là, je suis aussi dans le sujet de la facilitation. Voilà, je suis juste dans la facilitation. Il faut que les marques soient simples d'accès. Les marques ne travaillent pas avec les teinturiers. Ils travaillent avec les fournisseurs de matières. Alors, on a reçu un fournisseur de matière. Alors, je l'ai là. Et trop de la chance. On a reçu un fournisseur de matière qui, voilà, je sais pas si vous voyez bien. En fait, propose, donc, en plus de son nuancier de toutes les fibres naturelles, qui propose, donc là, c'est des fibres qui viennent d'Inde. C'est tout ce qui est coton recyclé, jersey, voile, tout ça. On a aussi du lin, etc. Et en fait, elle propose, des teintes. Donc, une sélection de couleurs végétales qui sont éprouvées, c'est-à-dire qu'elle a des clients qui les ont éprouvées. Donc, il y a ce genre d'acteurs. Il y a aussi, vous posiez la question, pour que ce soit plus simple, il faut aussi qu'il n'y ait pas que la teinture qui soit végétale, mais la suite, les apprêts. Et en fait, là, sur les apprêts, on a rencontré l'entreprise Pincroft en Angleterre, je ne sais pas si vous connaissez, qui est spécialisée dans les vêtements, comment on va dire, les vêtements de travail, les vêtements un peu tenues de travail, etc. Les EPI, ils en font, les uniformes, les vêtements de l'armée, etc. Et donc, ils expliquaient que eux, pareil, en plus de faire de la recherche sur la teinture végétale, ils faisaient des recherches sur les apprêts en naturel, donc avec des cires, avec des produits spécifiques. Mais donc, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que oui,
c'est en train de bouger. Il y a plein de gens qui se posent quand même des questions. Et je suis hyper contente d'avoir votre point de vue parce que c'est le point de vue des entreprises. C'est comment on peut rendre la teinture végétale plus facile d'accès. Et comme vous disiez, que ce soit plus pratique pour une entreprise de se dire, bah tiens, je veux faire ma collection, j'ai autant d'unités, moi je vais choisir mon tissu. Comment ça fonctionne? Donc soit du tissu déjà teint, et on a même des acteurs français qui travaillent maintenant des laises de tissu teint uniforme pour justement des créatrices qui veulent faire leur premier modèle, etc. À une échelle, on va dire plus dans les essais, etc. Mais il y a vraiment de quoi faire. Mais c'est hyper intéressant d'avoir votre point de vue de ce qui pourrait être plus facilitant. Ça, je suis complètement d'accord. Donc en fait, créer carrément une filière, quoi, avoir vraiment. Oui. Il faut vraiment s'adapter au fonctionnement du marché. Voilà, il faut partir du besoin et du fonctionnement des marques quand c'est les donneurs d'ordre qui font faire le choix. Et voilà, donc il faut vraiment s'adapter au fonctionnement. Et pas juste dire, bah voilà, moi j'ai des teintures qui existent, mais j'ai pas le support, j'ai pas la production, j'ai pas les quantités, etc. Il faut venir avec le produit fini, il faut faciliter les choses. Il faut rentrer dans le processus actuel de fonctionnement d'un département de développement classique d'une marque. D'accord, ok. Bon bah c'est passionnant. Alors du coup on a parlé un petit peu de vos partenaires. Est-ce que vous avez aujourd'hui de la demande? Est-ce qu'on vous en parle un peu plus ou globalement? Alors très franchement, je vais vous dire quelque chose. Moi avec les clients, on en parle très peu. C'est moi qui en parle à chaque fois parce que j'ai toujours, notamment quand je fais mes formations d'éco-conception, que ce soit chez les clients, on travaille aussi beaucoup avec des écoles. Donc on fait la formation continue avec les masters, dans les écoles. À chaque fois on parle de la teinture naturelle. Mais voilà, on va pas trop en détail parce que c'est un des sujets de l'éco-conception, hein, donc l'éco-conception, voilà, c'est un des sujets qu'on aborde. Mais très franchement, on parle assez rarement directement depuis les marques. C'est plutôt moi qui en parle habituellement. Parce qu'il y a encore tous ces freins. Hein. Mais ce type de frein, je peux l'avoir sur d'autres sujets. Quand j'ai des clients qui me disent aujourd'hui, il est hors de question d'avoir du coton recyclé chez moi parce que c'est pas assez résistant. Bah, il y a plein de gens qui aujourd'hui mettent du coton recyclé à 20%, à 30%, et c'est aussi qualitatif que si c'était du coton vierge. Et il y a des gens qui sont encore restés dans des façons de faire d'il y a 5 ans, il y a des 10 ans, qui ont entendu une fois que la fibre recyclée était plus courte en coton et donc moins résistante, donc ils se sont dit en catalogue impossible. Ben non. Donc voilà, il y a des préjugés comme ça encore dans la tête des gens et ça se travaille, voilà, ça s'explique. Il faut expliquer aussi, il faut pas dire ah si, c'est évidemment que c'est bien meilleur. Non, il faut expliquer pourquoi c'est meilleur carrément. pour embarquer les gens. Et là ce qu'on essaye d'avoir c'est donc on a interviewé quasiment tous les fabricants de fibres, enfin pas tous en nom, mais on a eu des fabricants de fibres différentes, le lin, le chanvre, on va avoir la soie, on a eu le coton, enfin bref, on a eu sauf qu'il faut pas faire non plus de raccourcis, la teinture végétale, ça marche aussi pour d'autres fibres, pas forcément que les fibres naturelles. Et ça c'est la grosse révolution aussi, qu'il faut préciser. Et donc on va avoir tous les acteurs, on va dire des fibres pour continuer à montrer. Et en fait, c'est ça le rôle du podcast, c'est de montrer et d'avoir les acteurs qui vont. Je suis en train d'essayer de récupérer une analyse de cycle de vie entre une teinture sur fibre naturelle synthétique et une teinture sur fibre naturelle végétale. Et en fait, je pense que quand on aura des preuves, quand on aura une réduction d'impact carbone, quand on aura tout ça, là, on n'aura plus trop besoin de se battre. Enfin, on a toujours besoin de se battre, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est en cours et il y a des projets qui se lancent et donc on a quelqu'un qui viendra nous parler de ça sur le podcast. Je voulais voir avec vous si vous aviez des livres à recommander pour les auditeurs pour qu'ils puissent creuser davantage les sujets de RSE, pour que il y ait des sources un peu plus simplifiantes. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer comme support? Alors, il y a pas mal de livres qui existent sur la mode et la RSE, les impacts. Vous avez parlé du livre d'Audrey Millet tout à l'heure. Bon, il y en a pas mal qui existent. Moi, il y en a 2 qui m'ont pas mal marqué, alors qui sont plutôt généralistes, qui sont pas spécifiques à la mode, qui m'ont fait, du point de vue global, m'ont fait vraiment réfléchir. Il y en a un qui s'appelle Le syndrome de l'autruche. Peut-être que vous avez entendu parler de George Marshall, qui décortique le système psychologique de l'humain, qui explique pourquoi on ne trouve pas que c'est si urgent que ça, les problèmes de pollution, de réchauffement climatique, etc. Et c'est super intéressant parce que moi, c'est un truc, je ne comprends pas.
que les gens ne soient pas plus stressés, Ah ouais, ne soient carrément. pas plus dans l'action par rapport à tout ce qui se passe dans le monde en termes de réchauffement climatique, de pollution, le côté social, etc. Et je ne comprends pas. Et ce bouquin m'a énormément permis de comprendre mieux voilà, le fonctionnement, qu'on se crée des blocages, la non-capacité à se projeter à 10 ans, le côté inconscient de rester dans le confort, ne pas aller vers le danger ou l'insécurité, la certitude, etc. Et ça m'a beaucoup aidé à comprendre aussi, même dans mon travail quotidien, quand je suis avec des gens que je dois sensibiliser sur ces sujets-là, ben, j'utilise un petit peu ce que dit George Marshall dans son bouquin pour essayer de débloquer ces blocages que les gens peuvent avoir de se dire ben il faut quand même qu'on se bouge un petit peu. Voilà. Donc Ouais. ça c'est un bouquin qui est vraiment par rapport voilà qui évidemment parle de tout ce qui est les climato-sceptiques, les complotistes, etc. aussi, qui c'est aussi leur mode de fonctionnement. Et donc ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant et ça m'est très utile dans c'est assez global, mais c'est un petit peu pour débloquer le verrou. Et il y en a un autre bouquin que j'ai trouvé très intéressant, c'était l'économie symbiotique, je crois, d'Isabelle Delannoy. Je crois que c'est l'économie symbiotique, Oui. qui c'est ça, voilà, qui parle de, c'est génial parce qu'elle parle de tout comment on peut faire mieux du point de vue naturel, mais aussi de façon locale, avec plein d'idées sur les villes qui pourraient vivre en autonomie avec les campagnes juste aux alentours, sans aller à plus de 200 kilomètres pour pouvoir vivre en autonomie, etc. Et là, je trouve qu'on a vraiment, ça va très très loin en intégrant l'agriculture, en intégrant les industries, en intégrant les services, en intégrant les transports. Et je trouve que ça permet d'avoir une vision globale, parce que parfois on est un petit peu dans notre petit monde de la mode. La mode c'est chouette, on est sympa, on se connaît tous, c'est joli et tout ça. Mais je trouve que ça permet aussi d'avoir une ouverture sur comment la mode se positionne dans un système global aujourd'hui. Voilà. Et c'est un bouquin aussi qui m'a beaucoup inspiré. On va avoir un agriculteur de Guadeloupe qui travaille le bleu, Oui, un super bleu, et lui il fait de l'économie symbiotique et il en parle long en d'accord. large de ce principe. Et donc je suis hyper contente que vous rebondissiez là-dessus Voilà. parce que au final on voit que c'est une boucle en fait. Il y a des liens qui se font et c'est chouette, ça veut dire que ça avance. Bah, merci Ouais. beaucoup pour ces deux propositions de bouquins qui sont différentes de ce qu'on propose d'habitude, puisque nous c'est vraiment plutôt teinture, couleur, etc. Est-ce qu'il y a une question, Stéphane, que je ne vous ai pas posée, que vous auriez aimé que je vous pose? Non, on a parlé de moi, je pense de façon très globale. Donc voilà, comme je vous ai dit, la teinture pour moi c'est un élément important sur lequel j'ai besoin de preuves, de faits pour pouvoir persuader un étudiant à aller vers là. Voilà. Après moi c'est des sujets, voilà, et j'ai besoin du côté technique parce que moi j'ai pas du tout le côté technique. Donc j'ai besoin d'avoir vraiment des explications techniques. Donc je pense que voilà, le gros sujet pour moi c'est la sensibilisation des gens. Et sensibiliser, moi je trouve plus important de sensibiliser que les gens qui ne sont pas sensibilisés. C'est-à-dire que parfois, vous savez très bien, dans la mode, on a beaucoup d'événements de la mode éco-responsable. À un moment, c'est un petit peu en vase fermé. C'est un petit peu toujours les mêmes gens que l'on voit, les mêmes sujets. Alors parfois, on a quelques nouvelles informations, façons de faire aussi qui est intéressante. Mais c'est un petit peu du entre nous de la mode éco-responsable. Et ce que je trouve qui est très important, c'est de faire la sensibilisation. Et la sensibilisation, c'est vrai que nous, ça passe beaucoup par la formation parce que, comme je vous ai dit, on intervient dans beaucoup d'écoles au niveau des étudiants, justement pour les sensibiliser sur les sujets. Ça peut être au niveau local. Moi, je suis dans une petite ville de 5000 habitants. Voilà, j'ai déjà fait des conférences sur la mode éco-responsable auprès du public pour sensibiliser. Et voilà, et je trouve que ce qui est important, voilà, c'est de sensibiliser les gens. Et donc, sensibiliser, si on revient sur la teinture végétale, ben, c'est sensibiliser les plus pour un consommateur d'utiliser la teinture végétale, qui va être le bien pour la planète, tout ça, mais ça va être aussi le bien pour vous, parce que vous portez des choses sur vous qui sont des teintures végétales, c'est certainement meilleur pour votre peau que d'avoir des trucs avec plein de chimiques qui diffusent régulièrement, ou qui diffusent dans votre lave-linge et qui vont partir dans l'eau, etc., et qui permet d'avoir un produit qui à la fin serait plus biodégradable, que si c'était pas naturel. Donc voilà. Donc c'est aussi beaucoup la sensibilisation et surtout la sensibilisation des gens qui ne sont pas sensibilisés. C'est comme ça qu'on aura un effet de masse. Voilà pour sur tous ces sujets-là. Voilà, et que les gens se poseront plus de questions. Bon, super. Bah, écoutez, Stéphane, c'était un vrai plaisir pour moi de vous avoir parce que ça m'a rappelé mon ancienne vie de RSE et ça me fait ça m'embrique avec le nouveau projet. Donc, je suis ravie. Merci beaucoup. Génial. Merci beaucoup, Pauline. Très bonne continuation. Et merci, oui, de me donner votre sélection de podcasts que je dois absolument écouter.
que vous avez fait. Je vais le faire. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arécovert, ARTECOVERT, pour y découvrir le nom des prochains invités. Je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix. C'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale. Merci à tous!